fact, I'm confident by 2030, the AI will exceed the intelligence of all humans combined. Les annonces concernant l'avènement de l'intelligence artificielle générale, l'AGI, et de la super-intelligence, l'ASI, se multiplient, fixant des échéances à court ou moyen terme, comme Sam Altman qui évoque la fin de la décennie, Elon Musk qui cible 2026 pour l'AGI, tandis que Ray Kurzweil maintient ses projections historiques en AGI pour 2029 et 2045 pour la singularité. Commençons par faire la lumière sur tous ces termes. Comment ces personnes voient le déroulé des événements? Atteindre ce que l'on appelle l'intelligence artificielle générale, l'AGI, est la première étape. Par définition, il s'agit d'une IA aussi intelligente qu'un être humain dans tous les domaines. C'est donc un point de basculement au-delà duquel l'IA deviendra structurellement plus intelligente que nous. À partir de là, la deuxième étape consiste à mettre cette AGI au service de son propre développement, car une AGI est, par nature, scalable, parce qu'on peut la dupliquer et la démultiplier à due proportion des ressources qu'on lui consacre. C'est d'ailleurs pour ça que Musk vous dit droit dans les yeux que Starship est en gros la dernière grande invention 100% humaine. Dans ce scénario, c'est donc l'AGI qui va développer ce que l'on appelle l'ASI, la super intelligence artificielle, dans une boucle incrémentale d'auto-amélioration dont on ne connaît pas la fin. Toujours dans ce tunnel, après l'AGI qui s'auto-renforce et l'ASI, on arrive rapidement à ce que l'on appelle la singularité, un monde où plus aucun humain ne sera capable de comprendre comment l'IA évolue, car sa complexité est devenue hors de notre portée intellectuelle. C'est donc le grand saut dans l'inconnu. Les plus optimistes, comme Elon Musk, qu'on ne présente plus, ou Leopold Aschenbrenner, ancien d'OpenAI et gérant à succès d'un portefeuille de plus de 5 milliards de dollars, nous disent grosso modo que l'AGI arrivera autour de 2030. Les plus conservateurs, parmi les grandes figures de la tech et de l'IA, comme Yann Lequin, tablent plutôt sur plusieurs décennies rien que pour l'AGI. Et entre les deux, la date de 2040 revient régulièrement, comme pour rendre hommage au livre de Ray Kurzweil, The Singularity is Near, paru en 2005, qui prévoit l'AGI en 2029 et l'ASI en 2045. D'ailleurs, spéciale dédicace à Kurzweil pour son livre, parce que écrire en 2005 quelque chose qui ne vous fait pas passer pour un plouc en 2026, alors que l'on parle de l'avenir, il y en a beaucoup à qui ça fait envie. L'objectif de cet épisode est d'expliquer comment tous les grands acteurs de la tech parviennent à produire des dates sur ces trois phases. Est-ce magique? Quels sont leurs raisonnements? La première étape pour modéliser l'émergence d'une intelligence de niveau humaine pour les futurologues, c'est de se livrer à un exercice périlleux, trouver une comparaison quantitative entre ce qu'est le cerveau biologique humain et ce que peut faire le silicium. Et c'est un exercice hautement spéculatif, comme nous allons le voir. Mais allons-y. Commençons par essayer d'approcher la capacité de calcul d'un cerveau humain. Et là, je peux déjà vous dire que de base, ça va être très rapidement hautement spéculatif. Pour ce que l'on en sait, le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones interconnectés par 10 puissance 14 synapses. En considérant une fréquence moyenne d'activation de 10 à 100 Hz, soit 10 à 100 signaux électriques envoyés par seconde pour un synapse, la puissance brute de notre cerveau est estimée autour de 10 puissance 16 opérations synaptiques par seconde, que l'on appelle des SOPs. Maintenant, sachez que l'on évalue la puissance de calcul d'un ordinateur en flops, c'est-à-dire en nombre de calculs par seconde et non en SOPs, pour la simple et bonne raison qu'un ordinateur n'a pas de neurones, il a des transistors. Or, les transistors et les neurones, déjà, ça fonctionne mais absolument pas de la même façon. Voici l'une des distinctions fondamentales. Les ordinateurs actuels reposent sur l'architecture de von Neumann, avec une séparation stricte entre l'unité de calcul et la mémoire. Tandis que le cerveau combine le traitement et le stockage de l'information au même endroit. Et ça, ça nous donne déjà des limites absolues sur des architectures informatiques qui ne pourront jamais atteindre la performance d'un cerveau humain sur la partie thermodynamique. Mais alors tout de même, si on essaie de simuler un SOP en utilisant des flops, ça donne quoi? Des équipes s'y sont attelées. La plus connue, c'est celle de Dharmendra Modra chez IBM en 2009. Leur cible n'était pas un cerveau humain, beaucoup trop gros, mais un modèle cortical à l'échelle du cortex du chat.
soit environ quand même 10 puissance 9 neurones et 10 puissance 13 synapses, ce qui fait quand même une tonne à simuler. Pour faire tourner ce modèle, il leur a fallu Dawn, l'un des supercalculateurs du Lawrence Livermore National Lab, 147 000 processeurs et une puissance de crête d'environ 0,5 pétaflops, soit 5 fois 10 puissance 14 opérations par seconde. Et à l'époque, Dawn, c'est pas là pour faire rigoler. Pourtant, malgré cette débauche de moyens, la simulation tournait encore 100 à 1000 fois plus lentement que le temps réel. Autrement dit, en 2009, simuler un modèle cortical à l'échelle du chat, et encore au ralenti, exigeait déjà une machine d'état. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette puissance de 0,5 pétaflops, qui occupait en 2009 une infrastructure entière, n'a plus rien d'exceptionnel aujourd'hui. Un simple rack de GPU moderne l'atteint sans difficulté. En 15 ans, ce qui était un exploit réservé à une poignée d'institutions est devenu une commodité. D'ailleurs, petite anecdote, en 2009, cette publication d'IBM, comme quoi j'avais simulé le cerveau d'un chat, avait fait vertement réagir Henry Markram, directeur du Blue Brain Project, qui expliquait à qui voulait l'entendre qu'un cerveau était bien plus complexe qu'une simple cartographie de neurones et de synapses. Et il avait des arguments. Un cerveau n'est pas une architecture figée, c'est un système dynamique, plastique, biochimique, dont les connexions se renforcent, s'affaiblissent, apparaissent ou disparaissent avec l'activité et l'expérience. Autrement dit, compter les neurones un par un et les synapses ne suffit pas à simuler un cerveau, loin s'en faut. Enfin, le fonctionnement du cerveau est influencé par des hormones, comme l'adrénaline par exemple, qui ajoutent encore une couche de traitement de l'information supplémentaire. Et pour couronner le tout, le cerveau humain fonctionne avec seulement 20 watts, soit peu ou prou la consommation d'une petite ampoule. Bon d'accord, 20 watts quand j'étais gamin, parce qu'aujourd'hui, une petite ampoule avec les LED, c'est rien du tout. Et si vous voulez me faire remarquer que j'ai plus de 40 ans et que je suis vieux, c'est pas ça. Enfin, ne changeons pas de sujet. Autant dire que le cerveau n'a pas grand-chose de commun matériellement parlant avec un ordinateur. Mais cela signifie aussi que notre première approche statique du nombre de stops d'un cerveau, basée sur le nombre de neurones et de synapses, est tout à fait faux et hautement sous-estimé. Mais quand même, pour continuer ce script et pour marcher dans les pas du raisonnement intellectuel des personnes qu'on a citées en début de cette vidéo, pour être tout de même capable de faire une comparaison entre une supposée puissance de calcul du cerveau estimée à 10 puissance 16 SOP et une puissance informatique en flops dont le format évolue au fil du temps, il faut une unité équivalente aux SOPs sur une base de calcul en flops. Eh bien, cette équivalence, que l'on appelle des ESOPs, a été étudiée par le modèle de Hodgkin-Hewlett ou encore dans les rapports neuromorphiques d'Intel IBM publiés dans Science. Alors en version courte, on peut compter sur une majoration de 10 puissance 6, soit 1 million pour arriver à prétendre que le cerveau humain fait 10 puissance 22 ESOPs, quoi que cela puisse dire en réalité. Alors ok, on a déjà dit que cette puissance était très fortement sous-estimée, et du coup on peut se demander à quoi ça peut bien servir de partir sur une estimation qui se révèle dès la base déjà fausse. Eh bien, pour équilibrer ce discours, il faut aussi garder en tête que l'on voit des comportements émergents de plus en plus intelligents se produire au sein de nos IA actuelles, sans que l'on ait atteint ni de près ni de loin les capacités prétendues d'un cerveau humain, et sans utiliser de mécanismes similaires. Bref, comme il n'est pas possible de rentrer dans toutes ces considérations en un seul épisode qui se veut court et accessible, partons sur ces bases tout en sachant qu'elles sont très spéculatives avec des éléments que l'on comprend peu à la fois dans l'intelligence humaine, mais aussi dans ce qui produit au sein de nos IA. Concrètement, en réalité, on commence à perdre pied dans l'évaluation de nos propres outils, c'est comme ça, il va falloir s'y faire. Par contre, on peut s'autoriser à prendre ces éléments comme un postulat de base pour bâtir une courbe de progrès qui va nous servir à poser des dates sur une prétendue AGI pour voir ce que ça donne. Donc, partons là-dessus en faisant une projection toute simple de la puissance de calcul moyenne d'un centre de calcul moyen depuis 1941 où l'on a inventé les premiers ordinateurs jusqu'à aujourd'hui pour voir quand est-ce que l'on atteint les 10 puissance 22 ESOPs qui devraient éventuellement nous voir apparaître une AGI. Gardez en tête que pour chaque point de ce graphique, la puissance réelle mesurée en flops a été convertie en ESOPs. Bien, il est intéressant de voir qu'avec ces petits calculs de coin de table, on obtient la date de 2056. Et ce résultat est plus solide qu'il n'y paraît puisque avant la grande vague des LLM de 2023, les enquêtes menées auprès des chercheurs en IA situaient la médiane de ce que l'on appelle aujourd'hui l'AGI autour de 2060.
Et les gars, ils faisaient ça au pif, pas avec des grands calculs, selon leur expérience, leurs travaux, le sens du vent et leur feeling. Ce qui est curieux et amusant, c'est qu'avec des calculs hautement spéculatifs, on tombe pas loin des prédictions comme celle de Lequin et une petite décennie de celle de Geoffrey Hinton qui évoque au plus tard 2043. Mais ce n'est pas tout, allons encore un cran plus loin. Maintenant, je vous invite à bien observer mon graphique pour vous rendre compte que l'histoire de l'informatique semble dessiner des vagues. Eh bien, ce n'est pas un hasard, c'est ce que l'on appelle des courbes d'adoption en S. Et ces courbes, on les connaît, elles sont bien étudiées et on les a bien modélisées. Au départ, l'adoption d'une technologie est lente, car cela n'intéresse que les geeks du domaine. Puis, une accélération se produit lors de l'adoption par le grand public, et enfin, on obtient une phase de maturité où tout le monde est équipé et on commence à s'ennuyer en attendant la prochaine vague. Au final, sur ce graphique, voici toutes les courbes en S sur les 100 dernières années des technologies que nous utilisons encore tous les jours. Et oui, si vous avez les yeux ouverts, vous pouvez constater qu'elles sont de plus en plus raides. Là où une technologie comme l'électricité devait se développer sur 50 ans, on parle seulement de quelques années pour le smartphone. Plus intéressant encore, si on décompose par cycle l'histoire du développement de l'informatique, on se rend compte que nous sommes à la fin d'une grande courbe en S. Parce que oui, en réalité, ces courbes en S, elles ont probablement un côté fractal. Les grandes courbes en S sont décomposées en plus petites. Et cela s'explique. Des années 50 à la fin des années 1970, l'informatique moderne s'est construite autour des mainframes, de grands ordinateurs centralisés installés dans les entreprises, les universités et les États. Puis, des années 1980 aux années 2000, la miniaturisation des semi-conducteurs et la loi de Moore ont accompagné l'explosion du microprocesseur, du PC et de l'informatique personnelle donc. Cette histoire se prolonge au début des années 2000, nous entrons dans l'ère du cloud et des data centers modernes. Aujourd'hui, avec l'IA, cette courbe se heurte aux limites de la thermodynamique avec les contraintes énergétiques que l'on connaît bien en ce moment. À partir de là, vous avez deux grands choix qui vous sont offerts. Soit vous faites l'hypothèse que ce mur énergétique est infranchissable, dans ce cas, l'AGI n'arrivera jamais par simple scaling, car les architectures héritées de von Neumann se heurtent au coût physique du déplacement des données entre mémoire et calcul. Et en soi, c'est une réalité possible, c'est une sorte d'hypothèse malthusienne. Ou alors, vous vous dites qu'une prochaine vague technologique en S va mécaniquement arriver puisqu'elles arrivent toujours. Ce qui signifie que la croissance en puissance de calcul va repartir de plus belle. C'est l'hypothèse schumpeterienne de la destruction créatrice. Et dans ce cas, vous avez le droit de rêver. Vous pouvez penser à de nouvelles architectures matérielles comme les processeurs neuromorphiques conçus dès le départ pour fonctionner autrement, par événement en limitant les déplacements de données. Vous pouvez également penser aux data centers spatiaux d'Elon Musk, de la Chine et même d'Amazon. Ou alors penser à nos néoclouds chez Antimatter dont je suis le cofondateur, qui ne subissent pas de contraintes énergétiques sur les réseaux électriques car nous sommes très fortement distribués à l'échelle d'un seul polycloud qui tient dans un container de 20 pieds, ou alors à l'échelle de nos fermes de puissance Data Factory aux États-Unis de seulement quelques mégawatts. Bref, il existe des pistes plus ou moins crédibles et dans un horizon plus ou moins long qui permettent de trouver des mégawatts pour produire de la puissance de calcul sans devoir en passer par des data centers de plusieurs centaines de mégawatts, voire plusieurs gigawatts, concentrés au même endroit sur nos réseaux électriques. Vous voyez qu'il y a donc des solutions explorées pour résoudre le problème des data centers qui pèsent massivement sur un réseau électrique, tout comme il y a des solutions explorées toujours pour passer cette barrière thermodynamique des architectures de von Neumann comme les calculateurs neuromorphiques. Et enfin, c'est sans compter les améliorations qui viennent du côté algorithmique. Typiquement, l'idée de Yann Lequin avec les World Models, c'est justement d'apprendre des représentations plus compactes du monde pour obtenir des modèles plus efficaces à architecture constante, capables de raisonner et planifier avec beaucoup moins de calculs qu'un simple scaling massif des LLM. Donc en soi, il y a beaucoup d'idées pour essayer de faire accélérer cette courbe. Après, est-ce que ça marchera ? J'en sais rien, c'est toute la question. Donc, si je fais une prolongation de la tendance en prenant une hypothèse schumpeterienne qui nous emmène en 2038 ou une hypothèse malthusienne qui nous emmène en 2060, ok, c'est très bien, mais les gars du début du script, les Musk, les Altman, ils nous promettent du 2028 ou de 2030. Comment ils font ? Eh bien, tout est une question d'accélération, vous l'avez compris. Tous ceux qui vous expliquent que l'AGI va arriver avant 2030-2035
prennent une très grosse hypothèse. Il va se produire une accélération technologique sans commune mesure avec les accélérations que l'on a connues jusqu'à aujourd'hui. Mais d'où viendrait-elle cette fichue accélération magique? Parce que, bon, les gars qui vous prédisent des choses comme ça, c'est quand même pas les plus bêtes du groupe. On peut citer Dario Amodei d'Anthropic qui parle de systèmes meilleurs que presque tous les humains dans presque tout dès 2026-2027. Shane Legg de DeepMind qui donne environ 50% de chance d'une AGI minimale dès 2028. Ou encore l'homme au cuir noir Jensen Huang qui vise 2029. Sans oublier Sam Altman, Elon Musk ou encore le rapport de prospective AI 2026. Alors ok, on doit avoir conscience que c'est objectivement un moyen marketing de mettre des dates aussi proches, de promouvoir leur business sur le court terme à l'échelle de 2 ou 4 ans. Mais je pense que ça vaut quand même le coup de s'y intéresser parce qu'ils sont quand même nombreux à être du même avis. Ces gens pensent que la technologie a déjà commencé à s'auto-accélérer. Comprenez bien que jusqu'à aujourd'hui, la donnée limitante fondamentale pour l'évolution technologique était la circulation de l'information à l'intérieur d'un réseau d'humains. Dit autrement, avec cette courbe, on mesurait l'adoption d'une technologie par la croissance de son nombre d'utilisateurs humains. Or, avec l'IA, il se trouve que, ce sera peut-être plus le cas. Eh oui, les gens qui vous prédisent une AGI d'ici 2030 pensent que l'IA a déjà, ou alors aura dans les prochains mois, la capacité de s'auto-adopter. Concrètement, ça signifie que l'on pourrait voir se confirmer une hausse de la croissance économique des USA avec une hausse du chômage car la technologie aura de moins en moins besoin d'humains pour croître. Et pourquoi est-ce que je dis les USA plutôt que la Chine? Eh bien parce qu'en termes de statistiques, c'est beaucoup plus simple d'avoir des stats américaines que des stats chinoises. Mais rassurez-vous, les Chinois ne sont pas du tout à la traîne, bien au contraire. Et cela a une autre conséquence. Pour ces gens-là, cela signifie que les inégalités de richesse vont exploser à coup sûr. Parce que la création de richesse qui va en découler, puisque l'adoption ne se fait pas avec la majorité des gens sur Terre, sera concentrée et non pas diffusée. En conséquence de quoi? Il n'est pas rare de voir les personnes qui vous parlent d'une AGI avant 2030 vous parler également de revenu universel, car ils cherchent des mécanismes sociaux qui leur permettra de rendre acceptable cette explosion des inégalités socialement parlant, afin qu'ils puissent continuer à développer leur puissance de calcul sans qu'il y ait trop de remous dans la population. The architects of artificial intelligence. Interesting. Or, le revenu universel, c'est un peu le petit bout de la lorgnette et il existe par nature plein d'autres possibilités. Par exemple, pour accompagner cette explosion de la production d'intelligence dans le monde, nous pourrions donner la capacité à tous les pays, toutes les régions, toutes les entreprises et même les particuliers qui le souhaitent et qui le peuvent d'être propriétaires de leur propre puissance de calcul et donc de rester souverains sur leurs données et leurs activités afin de permettre à tous ces échelons locaux de suivre la même courbe de croissance exponentielle que les plus grosses entreprises. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, la décentralisation de la puissance de calcul pourrait accompagner quelque part cette explosion de la richesse et la diffuser un peu plus. Alors oui, ça peut paraître un peu fou dit comme ça, mais je pense que l'accélération de la croissance économique par l'IA est inévitable. Donc si l'on veut que tout le monde monte dans le train, il faut trouver des solutions pour que l'on ne se retrouve pas à laisser les clés du camion à une petite dizaine d'entreprises dans le monde. Parce que la centralisation produit beaucoup d'efficience à chaque coup, mais rend effectivement les systèmes beaucoup plus fragiles. Et avoir un système de société humaine fragile au moment où une forme d'intelligence artificielle émerge, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Bref, c'est le point de vue que je défends et qui est aussi à l'origine de la philosophie d'Antimatter. Mais sur le fond de cette vidéo, j'espère que vous comprenez mieux comment les prédictions sur l'AGI et la superintelligence se forment, car cela en dit long sur ce que pense la personne qui vous donne son opinion sur ce sujet. Et pour en savoir plus sur ce que signifie atteindre la singularité, je vous invite à aller voir cette vidéo où j'explore ce que nous dit la science-fiction de cet événement si particulier.